Face au parti pris, Pascal Roux, vous restez autour de la table. Et c'est Dominique Moisy qui nous rejoint pour le parti pris international dans quelques instants. Mais c'est vous qui commencez route avec votre parti pris politique. Évidemment, au terme de cette semaine folle, on se demande ce que peut sentir ou éprouver Emmanuel Macron. Vous avez eu accès aux meilleures sources à l'Élysée qui vous permettent de nous décrire un peu l'ambiance qu'il y a aujourd'hui à la présidence de la République. En fait, évidemment, on s'est dit, on l'a dit hier sur ce plateau, c'était le renoncement avant-hier à une réforme emblématique du président de la République. Donc c'est sûr qu'on avait envie de comprendre un petit peu ce que pouvait ressentir le président. Et c'est vrai que du coup, d'ailleurs, il a reçu aujourd'hui des députés qui étaient les artisans de cette réforme pour les rassurer, les réexpliquer. Et on voit bien que il y a cette atmosphère à l'Élysée qui est de dire attention, la réforme des retraites, elle doit exister, elle n'est pas morte, elle est nécessaire. C'est pour rassurer pas seulement ses troupes, mais aussi les anciens électeurs d'Emmanuel Macron. Ça n'est qu'une pause. Mais ce ne serait qu'une pause. C'est plutôt, il n'y a pas d'abrogation, elle est décalée. Mais la nécessité profonde d'une réforme, elle existe toujours. Oui. Donc il y a une forme de volonté du pouvoir exécutif en l'occurrence d'expliquer qu'en fait c'est pas de bon cœur qu'on fait ça. Ça fait mal au ventre de le faire, mais c'est le prix de la stabilité politique. Et du coup il y a à l'Élysée une explication sur une forme de nouveau rôle du président qui n'a pas plus de fait majoritaire. Et dans le fond, on voit bien qu'il a perdu les élections. Il a eu une majorité relative en 2022 et il a perdu les élections législatives de 2024. Finalement, aujourd'hui, il y a la prise de conscience que c'est un président qui peut plus faire la même chose, qui peut plus être le même président qu'un président avec une majorité relative ou même absolue. Et donc c'est un président qui donne carte blanche à son Premier ministre, qui n'est pas toujours d'accord, mais qui dit, qui pense qu'il est là pour la stabilité des institutions et qui évalue et qui dit en fait si c'était allé trop loin, j'aurais peut-être dit non. Mais ce que j'ai vu me permet de dire que c'est passable, possible, et que donc il faut privilégier la stabilité. Et qu'il n'a plus les rênes en main. Est-ce qu'il estime qu'il a, pardon pour l'expression, sauvé sa peau ? Écoutez, qu'est-ce qu'on peut avoir comme information autour de cela ? Je suis pas sûre qu'il y ait le sentiment que la crise soit réglée, hein. Je pense pas qu'on puisse se dire à l'Élysée non, ça y est, tout est derrière nous. Je pense qu'on se dit on a renoncé au 49.3, ce qui était une arme de l'exécutif. On a renoncé à la réforme des retraites, on l'a décalée. Donc maintenant, c'est la responsabilité des autres. On peut plus dire que c'est notre faute. C'est important. Et donc, en fait, c'est maintenant aux autres de se montrer adultes. On nous a demandé des choses, donc maintenant, il faut que les autres fassent des compromis à l'Assemblée, arrivent à s'arranger entre eux, et on pourra plus dire que c'est le président qui ne veut pas reconnaître la réalité, qui ne veut pas accepter le réel, etc., etc. Donc, je suis pas sûre qu'il y ait le sentiment que tout est fini. Oui, il y a certainement le fait que s'éloigne un peu le spectre de la dissolution, temporairement, et certainement. Mais je vous l'ai déjà dit ici, la démission n'a jamais été dans l'esprit d'Emmanuel Macron et je pense ne le sera jamais. Parce que, justement, il pense que tous ceux qui ont évoqué cette démission, et en l'occurrence ceux qui l'ont demandé, et par exemple Édouard Philippe, il pense, et maintenant ça se dit de façon assez claire, c'est une atteinte aux institutions très importante. Alors c'est la question que j'allais vous poser. Son état d'esprit vis-à-vis de ceux avec qui il présidait, enfin ceux avec qui il dirigeait la France, et qui se retournent contre lui d'une certaine manière. Alors vous savez, il les a reçus vendredi dernier. Tous les partis, il leur a demandé qui veut la dissolution, qui ne veut pas la dissolution. Ils étaient là, en face de lui, ils ne se sont rien dit. Et pourtant, quelques jours avant, l'un a dit « je ne comprends plus le président » et l'autre a dit « il faudrait qu'il démissionne dans 6 mois ». Donc vous voyez un peu quand même, c'est ça la politique, c'est quand même des monstres froids. Mais après un moment, ça sort. Et ça sort dur. Ça sort sur le thème, il y a une forme de LFisation. Il y a une forme c'est la victoire à la Gramsci de l'idée de la démission. Donc à des hommes aussi responsables que ceux dont on parle se livrent à des dérives. Donc c'est assez. Donc il est sévère. C'est assez sévère, c'est assez violent. Le climat est sévère à l'Élysée. Autour de lui et dans l'esprit là, il y a un peu quand même une volonté de dire
il y a une ligne jaune qui a quand même été franchie, mais c'est pas. Il y a une phrase qui est rapportée par là. C'est, vous savez, dit-il assez proche. De là où je suis, l'indifférence est ma meilleure compagne. En vérité, il est quand même touché. C'est normal, c'est pas du tout facile, hein. C'est pas très agréable de se faire comme ça tacler par des ex-amis, des gens qui bon. Donc, mais on fait mine de penser que après tout, ce sont les Français qui vont pas lui rendre justice directement. J'imagine pas quand même qu'il pense, le président, qu'il est populaire aujourd'hui, il le sait très bien. Mais disons qu'il pense que ceux qui portent atteinte à la fonction seront sanctionnés par les Français par cette atteinte à la fonction, parce que le président comme le maire sont deux mandats qui sont des mandats donnés par les Français. Et quand on attaque, entre guillemets, le président ou le maire, eh bien, on attaque l'institution. Et parce qu'ils sont élus au suffrage universel direct. Et donc, ils ont un mandat. Bon, après, on défend, évidemment, quand on dit, mais je vous l'ai dit sur ce plateau, quand même, lui, il avait pas été très tendre avec François Hollande, vous vous en souvenez? On répond, mais écoutez, il a créé son parti, il a dit qu'il n'était pas d'accord, et il est parti, il a quitté, il n'a jamais manqué de respect directement à l'ancien président. Donc, il y a quand même une susceptibilité assez forte, il y a quand même une atmosphère de règlement de compte une fois que le pire est peut-être passé, ou que le sentiment que le pire est passé aujourd'hui. Pascal, votre parti pris économique, merci pour ces éléments en route. Non, mais c'est toujours intéressant aussi d'avoir des échos du château, comme on dit, parfois de façon un peu ironique, dans la presse. Pascal, votre parti pris économique en avion, c'est sûr, plus rien n'est gratuit. Voilà, c'est un secteur qui a évolué, tout est devenu payant, plus rien n'est gratuit. Alors vous faites référence à la compagnie canadienne WestJet qui a introduit une option payante à laquelle, je dois dire, je n'avais pas pensé moi-même. C'est une option payante pour l'inclinaison du siège passager. Vous savez, quand vous prenez l'avion, Air France ou une compagnie régulière, historique, en général, vous pouvez incliner votre siège. Là, donc, ce serait proposé en option payante. Alors, c'est pas très étonnant parce que c'est le modèle du low cost qui est poussé à l'extrême. Pourquoi? Alors, il faut que je vous donne 2 mots d'explication. Le transport aérien, c'est une activité très particulière. Un peu comme le train ou l'hôtellerie, c'est une activité de capacité. Vous vendez des capacités et l'idée, c'est de vendre le maximum de sièges, le maximum de ces capacités, parce qu'elles se détruisent au fur et à mesure du temps. Quand l'avion a décollé, si le siège est vide, il est complètement perdu. Et puis c'est une activité dans laquelle les coûts fixes sont très élevés et les coûts variables sont extrêmement faibles. Donc vous pouvez mettre la location des créneaux dans l'aéroport, le carburant et... Oui, c'est ça, mais le coût variable, c'est aussi le coût qui consiste à embarquer 10 passagers de plus. Après tout, vous embarquez 10 passagers de plus, c'est pratiquement un coût nul. Et on est face à un modèle simplifié, et donc vous avez des compagnies low cost qui vous vendent en réalité quelque chose de très simple. L'offre a été segmentée, elles vous vendent un siège dans un avion pour aller du point A au point B. Et c'est grâce à cette technique de la segmentation, d'ailleurs, qu'elles gagnent de l'argent, qu'elles sont aujourd'hui prospères et qu'elles parviennent à vous vendre le produit de base à un prix qui est très dégradé par rapport au reste du marché. Alors c'est néanmoins un prix apparent, puisque pour accroître leurs revenus, ces compagnies ont développé ce que les Anglais appellent ancillary revenues, c'est-à-dire c'est une expression un peu barbare qui veut dire des revenus subordonnés. L'embarquement prioritaire, le choix du siège. Vous voyez, vous mettez pas une goutte de carburant en plus dans l'avion pour vendre ce genre d'options. Les bagages en soute, le Wi-Fi payant et tout ça, en effet, c'est pourquoi je vous ai parlé de prix apparent. À la fin du compte, ça fait un prix qui a augmenter. Et la particularité de ce revenu, c'est que le chiffre d'affaires supplémentaire se transforme immédiatement en bénéfice, puisqu'on n'a pas ajouté de coûts de production, si vous voulez. Et donc, c'est un chiffre d'affaires qui devient immédiatement profitable. Vous voyez, finalement, le prix final payé par le consommateur est assez loin du prix qui est affiché. Quand vous avez des compagnies aériennes low cost qui vous disent que vous pouvez aller à Milan, à Barcelone pour 19 €, faites le compte, c'est pas tout à fait le prix payé. Le low cost dans l'histoire, ça a été ce personnage qui s'appelle Michael O'Leary, qui a inventé Ryanair. Moi j'ai connu Ryanair à ses débuts, ils avaient 2 petits avions à Dublin et ils faisaient ce qu'on appelle l'essuie-glace entre Dublin et Londres. Aujourd'hui, ils transportent plus de 200 millions de passagers par an, c'est-à-dire beaucoup plus qu'Air France. Et ils ont un patron qui est un provocateur, qui
il voulait à un moment faire voyager les voyageurs debout dans l'avion. Il a même imaginé faire payer l'accès aux toilettes. Alors dans les deux cas, c'est tout à fait interdit par le règlement de l'aviation civile, mais il le savait parfaitement. Simplement, c'était de la communication pour rappeler que chez lui, chez Ryanair, c'était beaucoup moins cher qu'ailleurs. Et puis le modèle a prospéré, il s'est développé dans le secteur du ferroviaire. Regardez le succès de Ouigo. Aujourd'hui, vous avez des cabines qui sont densifiées, des bagages qui sont payants, même la prise électrique est payante. Et donc, pour le voyageur, le prix est devenu un élément essentiel, mais le voyage s'est démocratisé. Mes parents, et alors plus forte raison, mes grands-parents ne prenaient pas l'avion, mais mes parents prenaient l'avion, c'était un service de luxe. C'est devenu une commodité aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle, en réalité, le prix apparent affiché doit être un prix extrêmement accessible. Dominique, votre parti pris international, j'en profite pour dire un mot d'abord. La boucle est bouclée par rapport au début de l'émission où on s'interrogeait sur cet appel Trump-Poutine. Résultat, rien de neuf visiblement. Même si Donald Trump parle d'importants progrès, de fait, il dit on va se rencontrer bientôt à Budapest pour mettre fin, je cite, à cette guerre peu glorieuse, mais il ne dit pas en quoi il y aurait eu d'importants progrès. Nous avons parlé de commerce avec la Russie, nous avons parlé de la paix au Moyen-Orient, il m'a félicité, mais visiblement, encore une conversation, pas beaucoup d'avancées. Dominique, votre parti pris international, on a des nouvelles de Bachar el-Assad, de sa retraite à Moscou, et vous nous parlez de l'étrange nouvelle vie d'un dictateur. Alors, Napoléon, à Sainte-Hélène, écrivait son mémorial. Une grande œuvre littéraire. On dit que Bachar el-Assad est dans son salon, en train de jouer en permanence avec, je sais pas, des jeux vidéo. Des jeux électroniques. Des jeux vidéo électroniques. Il est devenu accro aux jeux vidéo. Oui, peut-être qu'il l'était avant. Alors, grandeur et décadence. Le plus important dans cette histoire, c'est que Poutine a invité son successeur, celui qui l'a renversé, qui l'a forcé à fuir en Russie. Et ce successeur arrive avec une demande très claire. Je veux Bachar el-Assad. C'est un criminel. Il faut que vous me le rameniez en Syrie, afin qu'il soit jugé par le peuple syrien. Il est très peu probable que Poutine réponde de manière favorable à la demande du nouveau président syrien. Mais ce qui est très intéressant, c'est ce que signifie cette rencontre à Moscou entre le pouvoir syrien actuel et le maître du Kremlin. Qu'est-ce que ça signifie ? Alors, ça signifie pour Poutine de dire bon, j'avais des liens très étroits avec Bachar el-Assad, mais je ne me suis pas battu pour lui. J'ai laissé les choses suivre leur train. Ce qui est important pour moi, ce sont mes cartes en Russie, ce sont mes bases navales, aériennes. C'est en réalité le rôle que j'entends reprendre dans cette région. Depuis le 7 octobre, la Russie elle est totalement engagée en Ukraine. Elle a perdu des points. Son grand allié, la Syrie, le régime a changé. L'Iran a été considérablement affaibli. Et pour Poutine, c'est une manière de dire mais j'existe encore dans cette région où tu viens de revenir avec fracas. Tu, c'est bien entendu Donald Trump. Alors, du côté du nouveau pouvoir syrien, il y a une forme de diplomatie tous azimuts, selon le modèle saoudien. Je ne me prive de rien. Même si la Russie, même si Poutine soutenait mon prédécesseur Absolument. Qui a fait couler tant de sang. Absolument, absolument. J'ai toutes les cartes devant moi. J'ai besoin de l'Amérique. Il a rencontré le président américain. J'ai besoin de l'Arabie Saoudite qui me protège. Il parle souvent, discrètement, mais quand même, de se rapprocher avec Israël. Il n'a pas été, comme le général Aoun, jusqu'à dire qu'il rejoindrait peut-être les accords d'Abraham, mais il n'est pas loin de le laisser entendre. Donc c'est une manière pour lui de dire, voilà,
de jouer aussi la carte de l'Amérique. Vous savez, vous ne voulez pas me soutenir, j'ai encore Moscou qui me soutient tout autant. Et est-ce qu'il a accepté, Ahmed El-Shara, le nouveau président syrien qu'on voit à l'image, de laisser à la Russie ses bases, et notamment la fameuse base navale de Tartous? Oui. Il est clair qu'il ne veut pas remettre en cause cela, ce qui serait une sorte de casus belli avec la Russie. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on retrouve la diplomatie la plus classique, les jeux d'échecs tels qu'ils existaient avant que l'idéologie ne joue un rôle. Au fond, la nature du régime, ça n'a plus tellement d'importance. Ce qui compte, c'est que chacun joue ses cartes, mais quel est le cœur du jeu ? Eh bien, c'est l'Amérique. Donc on revient à la question que posait François Langlais. Qui sera le maître du monde demain ? Personne ne sait, mais on a l'impression que au Moyen-Orient, l'Amérique, sans doute contre son gré, et grâce au 7 octobre, est redevenue ce qu'elle était précédemment. Merci à vous trois pour ces partis pris.